Soignez vos problèmes d'argent. Si vous avez acheté ce livre, c'est que vous vous posez des questions au sujet de l'argent. Vous vous demandez peut-être comment mieux le gérer, comment en gagner plus ou comment arrêter d'en manquer. Dans tous les cas, vous cherchez à comprendre ce qui ne va pas et à savoir quoi faire pour améliorer votre situation. Comment en effet mettre l'argent au service de votre bien-être. Et vous avez fait un bon choix en ouvrant ce livre, car c'est exactement ce qu'il fera pour vous. Peu importe la difficulté que vous avez avec l'argent. Je la partage, car j'ai dû faire le chemin qui consiste à découvrir ce qu'est l'argent. Apprendre à l'utiliser pour construire mon avenir et ma liberté. Découvrir comment augmenter mes revenus, comment investir et créer davantage de valeur. Je suis toujours étonné de voir le temps que l'école passe à nous instruire sur des sujets qui ne nous seront d'aucune utilité dans notre vie d'adulte. Heureusement, tous ne le sont pas, sans passer un instant à parler d'argent. Ou plutôt, la seule trace que j'ai retrouvée est une archive de l'INA où l'on voit des enfants réciter en chœur « L'argent ne fait pas le bonheur ». Je n'en croyais tellement pas mes yeux que je l'ai aussitôt publié sur mon blog. Voici une révélation que j'ai eue il y a très longtemps lorsque je manquais d'argent. Je me suis dit « N'est-ce pas amusant ? Je crois que les riches ne pensent qu'à l'argent, mais comme j'en manque, j'y pense aussi en permanence. » J'ai compris plus tard que ceux qui ont de l'argent n'y pensent plus. Ils ont une relation saine avec l'argent qui leur permet de contribuer au monde sans scruter ce qu'ils obtiennent financièrement en retour. J'ai aussi compris que ce n'est pas en étant pauvre que j'allais aider les pauvres. Cela m'a décomplexé de l'idée que je devais rester dans ma classe sociale d'origine. En parlant de classe sociale, la mienne ne connaît pas les règles de l'argent. Comment voulez-vous gagner aux Trivial Pursuit sans connaître les règles du jeu ? Vous ne pouvez pas gagner. Vous serez baladé comme un pion à ne pas comprendre ce qui se passe autour de vous. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens qui se font balader par leurs banquiers et par leurs conseillers. Dès qu'ils mettent un pied dans la banque, ils ont perdu, car ils ne savent pas comment cela fonctionne. Mes recherches m'ont montré un phénomène curieux. 90% de la population peut progresser dans sa relation avec l'argent, mais une très petite minorité fait quelque chose comme lire un bon livre. Aussi, je tiens déjà à vous féliciter pour votre curiosité, car en matière d'argent, c'est une qualité essentielle. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Voilà une magnifique manifestation du tabou qui enveloppe ce mot. Pour en avoir manqué, je sais que l'on vit bien mieux avec que sans. Arrêtons-nous un instant. Que provoque cette phrase en vous ? Êtes-vous d'accord ? Choqué ? Voulez-vous nuancer mon propos ? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez pour tout le monde ? Que les riches sont ceci ou les pauvres sont cela ? Votre réaction est un premier révélateur de votre relation à l'argent. Pour moi, l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, mais il n'est pas loin derrière l'oxygène. J'ai eu la chance de croiser le chemin de Philippe pour cette raison, notre passion partagée autour de la psychologie de l'argent. Et tout de suite, en un claquement de doigts, nos idées combinées ont amené d'autres idées. Nous avons créé et animé avec nos compagnes respectives un séminaire baptisé « Créer la vie que vous méritez », avec l'envie d'accompagner les participants vers une prospérité non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle. Une prospérité qui a du sens. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Lors de notre tout premier séminaire, nous faisions travailler les participants sur ce que l'argent signifie pour eux. Après quelques échanges, l'un d'eux arrive à la conclusion que les mecs qui roulent en Mercedes sont des types louches. C'était sa manière de dire « les riches ont triché pour y arriver et ils achètent des Mercedes ». Sauf que, la vie faisant bien les choses, Philippe a une Mercedes et qu'en plus, c'est quelqu'un d'honnête et même de sympathique. C'est là que notre participant a réalisé que cette idée était un des freins qui pourrissait sa relation à l'argent, car il avait devant lui un exemple opposé à sa conclusion. On peut discuter sur la véracité de son propos et de la proportion de type louche roulant dans cette marque de voiture. Le seul élément important, c'est est-ce que l'idée qu'il exprime lui permet de grandir ? Votre situation financière aujourd'hui est le reflet de votre monde intérieur, et pour l'améliorer, vous devez grandir. Et j'ai été le témoin de transformations. Un participant, qui avait de l'argent mais qui vivait une vie austère,
a pris la décision de mettre l'argent au service de son bien-être. Une participante, qui a accepté sa responsabilité face à l'argent, a commencé, étrangement, à en gagner plus. Un autre participant, qui était en recherche de sens et rendait l'argent coupable, a pu débloquer sa vie en mettant l'argent à sa juste place et en écartant les personnes négatives autour de lui. Si je vous raconte ces courtes anecdotes, c'est que je suis convaincu que vous tenez un livre déterminant. J'ai vu la puissance des interventions de Philippe en matière d'argent. L'argent est un outil magnifique qui vous permet de concrétiser vos rêves, mais aussi de devenir une personne meilleure. Pourquoi meilleure ? Tout simplement car l'argent est un révélateur. Il révèle la nature au plus profond de nous, et pour bien le gérer, l'investir, en gagner assez pour bien vivre, vous devez être au clair dans votre relation à l'argent. Michael Ferrari, coach professionnel, auteur du blog esprit-riche.com. Introduction. Vous pensez peut-être, en écoutant ce livre, que mon but est de vous réconcilier avec l'argent. C'est vrai. J'ai rencontré dans mes séminaires un grand nombre de personnes qui se gâchaient la vie et celle de leurs proches à cause de l'argent. Parce qu'elles le rejetaient, le méprisaient, ne savaient quoi en faire ni comment l'utiliser. Parce qu'il leur brûlait les doigts et qu'elles devaient s'en débarrasser dès qu'elles en avaient un peu. Parce qu'au contraire, elles le gardaient précieusement enfoui au fond de leur compte en banque ou de leur porte-monnaie et érigeaient une barrière infranchissable autour de lui. D'autres encore étaient tellement préoccupées pour amasser de l'argent qu'elles en perdaient tout goût pour la présence des autres. Certaines personnes, qui déployaient beaucoup d'énergie pour en gagner, ne comprenaient pas que leurs efforts restent vains. Que d'histoires de vie avec comme point d'accroche l'argent. Histoire sociale, familiale, économique, psychologique, à propos de faillite, de fortune, d'héritage, de jeu, de chômage, de mendicité, de fascination pour cet étrange objet. Aider tous ces gens à se réconcilier avec l'argent fait partie de mes projets. Un peu utopique, me direz-vous. Peut-être. Mais je préfère cette posture au fatalisme ou au cynisme. Curieux de parler de réconciliation au début d'un livre sur l'argent, ne trouvez-vous pas ? La période que nous traversons nous inciterait plutôt à l'agressivité. Les bourses vont qu'à un quart, le système financier mondial est complètement perturbé, la confiance dans les banques est au plus bas. Loin d'être limitée aux spéculateurs, les conséquences de la crise touchent le plus grand nombre. En matière financière, l'interconnexion des économies et des marchés fait que la faillite d'une banque américaine ou les déboires d'un trader impactent votre emploi, la vente de votre maison ou l'obtention d'un crédit. Comme un battement d'ailes de papillon qui engendre un violent orage à des milliers de kilomètres de là. Lorsque la presse fait état de milliards d'euros d'escroquerie ou de gaspillage des fonds publics, que ressentez-vous ? Lorsque vous lisez que des dirigeants débarqués encaissent des millions d'euros de parachutes dorés, que ressentez-vous ? Que se passerait-il pour vous si votre incompétence professionnelle était avérée ? Un bonus ou un licenciement ? Quand vous prenez connaissance des rémunérations versées à des sportifs, que ressentez-vous ? Très certainement de la colère, voire même plus si vous-même êtes dans une situation difficile. Cette colère est légitime, puisque vous la ressentez. Mais si vous la généralisez à toutes les situations où l'argent est impliqué, vous allez passer à côté de toutes les occasions où l'argent est une force constructive. Détester l'argent n'améliorera en rien votre situation financière. L'argent ne connaît rien de vous. C'est à vous de gérer tout seul la totalité de la relation. Et vous ne connaissez pas grand-chose de lui non plus. Alors, vous projetez, vous imaginez, vous voyez ce que vous voulez voir, vous entendez ce que vous voulez entendre et par conséquent, vous avez bien raison de penser ce que vous pensez de l'argent. Vous prenez quelques éléments isolés et vous en faites une généralité. La question n'est pas de savoir s'ils sont vrais ou faux, mais seulement si le résultat est efficace et utile pour vous, les autres, la planète. Changer votre attitude envers l'argent, c'est devenir adulte et mature vis-à-vis de lui, le connaître et le reconnaître pour ce qu'il est intrinsèquement, ni plus ni moins, ni l'idolâtrer, ni le rejeter. C'est en ce sens que je veux parler de réconciliation. Pour cela, j'ai identifié 12 principes, issus de mon expérience personnelle et de celle accumulée au cours de l'accompagnement de mes clients,
Ils vont vous faire changer profondément d'attitude et de comportement vis-à-vis de l'argent, et du même coup, modifier votre vie. Il n'y a aucune raison objective d'aimer ou de détester l'argent. Pourquoi? Avant d'aller plus loin, prenez une feuille de papier et un crayon. Si. Faites-le avant de continuer votre écoute. C'est le seul moyen pour que ce livre n'ait pas la même destinée que 80% des lectures que vous avez déjà effectuées. Se morfondre au fond de votre bibliothèque sans que votre mémoire ne garde trace d'aucune idée, message, ni histoire. Je vous suggère même de vous offrir un carnet pour y noter vos réflexions au fur et à mesure de votre lecture. Exercice. Alors, prenez votre carnet. Munissez-vous aussi d'une montre et commencez. Étape 1. Écrivez au centre de la page le mot « argent » en lettres majuscules. Prenez maintenant 5 minutes et notez tout ce qui vous passe par la tête au sujet de l'argent sur cette feuille. Point de logique, point de cohérence, laissez juste le flot se déverser sur la feuille, des mots-clés, des expressions. Et si vous êtes en panne, restez quelques instants en silence en gardant la pointe de votre stylo sur le papier. Reposez votre attention sur le mot « argent » et continuez. Pas de censure, sans doute le plus profond, le plus inavouable vient vers la fin. 5 minutes, ni plus ni moins. Voilà, vous avez terminé. Étape 2. Entourez en vert ou en rouge les mots ayant une connotation positive, vert, ou négative, rouge. Prenez le temps de vous questionner sur cette connotation et assumez vos choix. C'est votre vision, vous n'aurez rien à expliquer ni à justifier. Simplement, à entourer les mots en vert ou en rouge selon leur orientation. Peut-être restera-t-il quelques mots non entourés, parce que plus neutres. Étape 3. Observez s'il existe une couleur dominante sur votre feuille ou si le vert et le rouge s'équilibrent. Le rouge en majorité? Vraisemblablement, votre vision de l'argent est empreinte de colère, de frustration. Le vert? Sans doute est-ce plus facile pour vous d'intégrer positivement l'argent dans votre vie. Étape 4. Allez plus loin. Reprenez les mots en rouge et demandez-vous s'ils ne pourraient pas, après réflexion, se colorer en vert. Le mot « pouvoir », par exemple, souvent associé à l'exploitation et à la spoliation, ne peut-il pas signifier aussi construction et réalisation? Le mot « échange », souvent souligné en vert, ne peut-il pas virer au rouge en cas d'échange déséquilibré, impliquant une pression? L'argent apporte-t-il toujours la sécurité? Le pouvoir que l'argent permet d'exercer est-il toujours négatif? La réponse à ces 2 dernières questions est non. De nombreux mots de votre liste peuvent se lire en vert et en rouge selon le point de vue d'où vous vous placez. Questionnez-vous sur chaque mot et entraînez-vous à leur trouver des orientations différentes, voire opposées. Étape 5. Quelle conclusion en tirez-vous? Eh oui, vous avez raison, il n'y a pas de regard juste et objectif sur l'argent. Chacun de vous projetez vos propres significations en fonction de votre cadre de référence. Quelque part, même si cela se fait de manière non consciente, vous avez choisi ces significations. La question devient donc celle de la nature de vos choix, car ce que vous pensez de l'argent, vous le créerez dans votre vie. L'argent est neutre, c'est l'utilisateur qui lui donne un sens. Dès votre naissance, et parfois même avant, l'argent est présent dans votre vie. Que vous le vouliez ou non, vous êtes dans une relation de très longue durée avec lui. Vous pouvez vous éloigner de votre conjoint, de votre patron, voire de vos enfants et de vos parents, mais pas de l'argent. Pourtant, vous n'avez jamais appris ce qu'est l'argent, ni comment vous en servir. Ou bien, ce que vous savez provient de vos parents, de votre famille, de vos collègues, de la presse et de la télévision. Cela n'a qu'une valeur très relative. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est basé sur des croyances et des jugements totalement subjectifs. Lors d'une conférence, j'avais posé un billet de 10 € sur une table et j'interrogeais le public sur ce qui se passait concrètement dans le monde visible. Le public était silencieux, pensant ne pas comprendre la question. Mais il n'y avait rien à dire car il ne se passait rien dans le monde visible. Alors, je leur ai demandé de partager ce qui se passait dans leur monde intérieur, invisible.
150 personnes et 150 mondes différents. Des interrogations. Que va-t-il faire avec ce billet? Parfois teinté d'indignation. Ce n'est pas bien de jouer avec l'argent. Ou de tentation. Je monterai bien sur l'estrade lui prendre ce billet. Ou des suppositions. Il va le brûler comme Gainsbourg avait brûlé un Pascal. 500 francs à l'époque, il y a bien longtemps. Ou de convoitise. Ce billet rembourserait l'entrée à cette conférence. Ou de jugement, il n'a que 10 € dans sa poche. Ou d'amusement. Jusqu'où cela va-t-il aller? Etc. 150 mondes intérieurs agités, dont le mien, car cette simple expérience se termine toujours d'une manière nouvelle que j'ignore au départ. Les joies de l'improvisation. Et un monde externe, toujours plat et neutre, ce billet sur la table, inerte, cette attente. Le billet de 10 €, lui, semblait très tranquille. Je lui ai demandé comment il allait, mais il n'a rien répondu, prouvant ainsi qu'il n'était pas un être vivant doué de la parole. Jusqu'à ce qu'un enfant d'une dizaine d'années, assis au premier rang entre ses parents, se précipite depuis son siège, s'empare du billet et retourne à sa place l'air ravi, le billet bien serré entre ses mains. La salle se mit à rire à l'unisson. Merci, jeune homme, je tenais ma chute. À travers son acte, il avait bien donné une orientation à ce billet. Il fallait néanmoins décoder. Un de ses parents était très amusé, voire fier que son rejeton se lève et fasse ce geste, pendant que l'autre essayait de masquer sa confusion devant le caractère sans gêne de ce comportement. Encore du monde intérieur, visible à travers le non-verbal. Était-ce du jeu, un vol ou autre chose? À ce point, difficile de le savoir. Mais il y avait eu un mouvement de l'argent de ma poche vers la sienne. Et j'avais plusieurs choix. M'indigner, chercher à récupérer ce billet volé en toute impunité, ou spiller les parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Non, j'ai tout simplement ri de bon cœur. Ses parents étaient ennuyés et lui demandèrent de me rendre le billet. Alors qu'il me le tendait, avec un sourire contraint, j'expliquai que son mouvement spontané m'avait amusé, ainsi que le public, que son intervention m'avait permis d'expliciter un point très important de la conférence et qu'en échange de sa contribution spontanée, je trouvais juste de lui attribuer cette somme de 10 €. De plus, il me permettait de développer ma générosité envers les autres. Il est possible que cette expérience se grave dans la mémoire de cet enfant et qu'il intègre que, pour avoir de l'argent, on peut se lever et aller le chercher quand il est là, et qu'il est bon d'en recevoir en échange d'un apport de valeur. L'argent peut être un bon compagnon, un très bon compagnon de votre vie selon le sens que vous lui donnerez. Je vous propose pour cela de comprendre comment il fonctionne et comment l'utiliser au service de ce qu'il y a de meilleur en vous-même. Et non de faire comme la plupart des gens qui passent leur temps à vouloir gagner leur vie alors qu'ils l'ont déjà et travaillent pour de l'argent. Il est temps d'apprendre comment devenir riche en appliquant les 12 principes pour mettre l'argent à votre service. Et non l'inverse. L'argent est un outil, à nous de le rendre merveilleux. L'argent est d'abord une convention. Faites l'expérience de régler vos courses avec des roupies ou avec du papier ordinaire sur lequel vous aurez écrit 100 €. Peu de chances qu'on l'accepte, parce que le code de cette monnaie n'est pas partagé avec votre interlocuteur. Pour que l'argent fonctionne, il est impératif que les deux protagonistes de l'échange soient d'accord pour le faire et qu'ils le soient explicitement. C'est ce qui explique qu'une monnaie locale fonctionne uniquement sur un territoire donné. Par conséquent, l'argent, c'est de la confiance. Pour accepter un échange d'argent avec vous, j'ai besoin d'avoir confiance dans le fait que, quand cet argent sera en ma possession, je pourrai moi aussi l'échanger, plus tard, contre des biens ou des services dont j'aurai besoin à ce moment-là, et qu'il conservera une valeur suffisante pour cela pendant le temps où je le stockerai. L'argent permet de réaliser des échanges complexes à partir des talents de chacun. Seriez-vous capable de fabriquer seul tout ce dont vous avez besoin pour vivre? Non, ce n'est pas possible. Pourriez-vous aujourd'hui trouver les interlocuteurs qui ont besoin exactement de ce que vous pouvez leur offrir et qui pourraient vous fournir exactement ce dont vous avez besoin, comme dans le troc? Difficile. L'argent est un intermédiaire, facilitateur des échanges entre les êtres humains. Nous sommes à la fois interdépendants
et nombre de nos richesses sont créées dans les contacts et les relations, et en même temps, limitées dans nos savoir-faire. Pour cela, nous avons besoin d'échanger avec les autres. L'argent préserve l'anonymat de ces échanges. Quand je vous donne de l'argent en échange de la réparation de ma voiture, je ne sais pas ce que vous allez en faire. Vous êtes libre. L'argent est un équivalent quasi universel. Comment évaluer, mesurer une valeur sans disposer d'une référence commune pour réguler nos échanges? Certes, vous pouvez échanger des services ponctuels sans argent, mais c'est forcément limité. Avec l'argent, vous disposez d'une base vous permettant de faire des comparaisons pour choisir entre différents biens ou services. Mais tout ne s'achète pas avec de l'argent. L'amour, la santé, l'épanouissement personnel, les relations, la liberté ne s'achètent pas. Mais l'argent vous permet de créer de bonnes conditions pour que tout cela se produise. L'argent ne fait pas le bonheur, dit le proverbe. L'humoriste ajoute « de ceux qui n'en ont pas ». Imaginez-vous stocker dans votre congélateur les 10 poulets que vous avez échangés contre vos cours d'anglais pour les consommer plus tard. Difficilement. L'argent, lui, peut être accumulé et stocké pendant une durée indéfinie en vue d'une utilisation différée. C'est alors une réserve de valeur qui peut vous aider à manipuler le temps et à préparer votre futur. Mais attention, c'est une denrée qui peut devenir productive ou périssable selon le mode de conservation que vous utiliserez. Enfin, l'argent a pour fonction d'éteindre la dette. C'est la fonction d'une amende, par exemple. Lorsque vous avez réglé vos 90 € pour excès de vitesse, le paiement de cette somme vous libère de la dette que vous avez vis-à-vis de la société. Lorsque vous payez votre dentiste, vous égalisez la transaction. Il vous a apporté de la valeur soin et vous lui apportez de la valeur argent. Vous êtes quitte à égalité. Ces caractéristiques ont pour effet de commencer à déconnecter l'argent de vos expériences propres et de vos émotions pour en présenter un visage plus neutre, distant, instrumental. L'argent n'est pas seulement un moyen, comme le proclament certains avec un ton dévalorisant pour l'argent, c'est un moyen, un instrument et un médiateur. Faire évoluer sa relation à l'argent est une décision. Elle consiste à mettre l'argent à sa juste place en prenant appui sur ces 6 caractéristiques que nous venons d'énoncer. Votre relation à l'argent est si complexe. Vous le savez bien, votre relation à l'argent est complexe et différente pour chacun d'entre vous. En grande partie inconsciente, parfois source de souffrance, l'argent suscite en vous des affects, des émotions, des sentiments très puissants et parfois contradictoires. Amour, haine, envie, honte, dégoût, domination, toute-puissance, vanité, peur, mauvaise conscience, plaisir, excitation, sécurité, violence, insécurité, mépris, mise à distance, etc. Bref, tous ces mots que vous avez encore à côté de vous sur votre feuille. L'argent est une donnée objective qui n'existe que subjectivement en fonction du regard que vous portez dessus. Alors, quel est votre regard? Vers quoi ce regard vous mène-t-il? Sert-il votre vie, celle de votre famille, de vos amis? Y a-t-il intérêt à le changer, à le faire évoluer au plus vite? Si vous êtes aujourd'hui en possession de cet ouvrage, ce n'est pas par hasard. Alors, plongez. Plongez au plus profond de vous-même, le voyage en vaut la peine. Explorer son rapport à l'argent vous entraîne dans une réflexion très approfondie sur vous et votre vie, vos choix, vos décisions, votre passé, votre présent et votre avenir. C'est un fil d'Ariane vers le cœur de vous-même. Finalement, pour différencier la vie que vous rêvez d'avoir, la vie que vous croyez avoir et la vie que vous vivez réellement, c'est très simple. Regardez ce que vous faites avec l'argent et avec le temps. Ce sont des juges impartiaux que vous apprendrez à maîtriser en appliquant le principe 7. L'argent vous renvoie à vos peurs les plus profondes. En accompagnant mes clients sur ce sujet souvent douloureux, je me suis aperçu que, parmi toutes les peurs auxquelles l'argent nous renvoie, 2 d'entre elles sont essentielles. La peur de mourir et la peur de vivre. Vous ne mangez ni ne respirez de l'argent. L'argent n'est pas un besoin.
Vous endormir sur un matelas de billets troublerait vraisemblablement votre sommeil. L'argent est un moyen pour vivre certes, mais pas un moyen qui vous empêchera de mourir. Votre besoin de sécurité est tellement fort alors que tout est précaire. Votre vie est précaire, les objets que vous utilisez sont précaires. Votre travail, même en CDI, est précaire. Votre relation de couple est précaire. Or, cela vous est insupportable, et vous placez dans l'argent le remède à ce manque. Et si vous n'avez pas d'argent, votre peur est encore plus grande. Et pourtant, il existe des personnes sans argent qui se sentent libres et heureuses. Une obsession de l'argent est un investissement à perte lourde. Jamais votre argent ne vous rendra immortel. Et vous pourrez aussi vivre sans argent. Ce n'est pas l'argent, mais l'appât du gain et la cupidité d'une part, la peur de perdre et de manquer d'autre part, qui sont à l'origine des maux attribués à l'argent. Quelle que soit votre situation financière, vous y serez confronté. Si vos peurs ne sont pas correctement gérées, plus vous aurez d'argent et plus vous aurez peur. L'argent n'y est pour rien. Vous êtes la source de vos émotions. L'argent est juste un déclencheur extérieur, mais la clé est en vous. Changez d'attitude face à l'argent, vous le vivrez mieux et vous vivrez mieux. De manière très paradoxale, l'argent vous renvoie également à votre peur de vivre. Pourquoi avoir peur de vivre? Tout simplement parce que votre estime de vous-même est insuffisante. Alors se construit le sentiment, souvent inconscient, que vous ne méritez pas de vivre, que vous n'avez pas assez de valeur pour recevoir de l'argent en retour. Quelle folle idée! Cette mauvaise estime de soi s'ancre dans l'enfance. Elle est présente chez beaucoup de ceux qui ont des problèmes récurrents avec l'argent. Dépensiers compulsifs, personnes en chômage chronique, personnes sans domicile fixe. Il existe un lien fort entre le sentiment de votre valeur personnelle et votre niveau d'aisance financière. Plus vous développerez une vision positive de votre valeur, et plus vous serez disposé à proposer et valoriser vos services et compétences, faire respecter vos droits et vous faire payer en retour. Mon chemin de pacification psychologique. Je vais vous raconter les 2 événements décisifs qui m'ont permis d'établir une relation saine, paisible et productive à l'argent. Je suis toujours fasciné par le fait que de petits événements, qui passent sur le moment inaperçus, peuvent avoir un retentissement si important par le jeu des causes et des conséquences qu'ils déclenchent. Encore l'effet papillon. Le premier m'a décidé à entreprendre un travail psychologique intense sur ma relation à l'argent. Cela m'a permis de construire les fondations indispensables de ma prospérité future. Le second, quelques années plus tard, m'a fait prendre conscience que, même si je m'étais réconcilié avec l'argent, il y avait encore tout un monde avant de l'utiliser au maximum de son potentiel et de construire un édifice solidement ancré. Il s'agissait moins de psychologie, ce que je connaissais bien de par mon travail, mais plus d'économie, discipline dans laquelle j'étais un néophyte complet. Dissocier l'un de l'autre, comme vous pourrez le lire dans toute une littérature spirituelle sur le thème de l'abondance ou dans des ouvrages techniques de gestion de patrimoine, c'est comme vouloir faire vivre son poisson rouge en dehors de son bocal. L'un va avec l'autre, l'un n'empêche pas l'autre, l'un révèle et actualise le potentiel de l'autre. Alors, l'argent peut vous révéler tous ses bienfaits. En 1994, nous passions avec ma compagne un agréable week-end de printemps en Pays de Loire et nous nous promenions dans une petite ville un peu austère, jetant un œil distrait sur les vitrines des agents immobiliers. Elle repéra une propriété d'un certain prix et se mit en tête de la visiter. Je n'osais pas montrer ma surprise et mon scepticisme devant l'utilité d'une telle visite. Nos revenus de fonctionnaires à l'époque ne nous auraient jamais permis d'acheter cette belle demeure. Par chance, l'agent immobilier était un peu désœuvré et de plus, il avait la clé de la dite propriété vers laquelle nous nous sommes dirigés. Une grande grille en fer forgé ouvrait sur un très beau parc très bien entretenu, avec des arbres centenaires. Au bout de l'allée se dressait une maison de maître en pierre blanche et grise, ornée de rosiers grimpants. Je commençais à me sentir mal. L'intérieur était vaste et splendide, avec une décoration moderne dans un cadre ancien, de très beaux tableaux contemporains sur des murs blancs. Tout était empreint de classe et de distinction. Je me crispais.
mais n'en laissait rien paraître. Le comble fut la découverte d'une fresque murale de 3 mètres sur 2, peinte par un artiste directement sur le mur. Ma compagne était aux anges. Je me renfrognais sans pouvoir me contrôler. L'agent immobilier débitait son baratin d'une voix atone. Je préférais sortir dans le jardin pour les attendre. Une fois réunis dans la voiture, je me suis contenu encore un moment pendant qu'elle partageait le plaisir et les sensations esthétiques associées à cette visite, me déclarant à quel point elle aimerait habiter dans une telle demeure. Mon sang ne fit qu'un tour et j'explosai de colère. Mais pourquoi a-t-on été visiter cette baraque? On ne pourra jamais se l'offrir. Jamais je ne vivrai dans un endroit pareil. C'est une maison de bourgeois pourris par le fric et moi, je ne suis qu'un fils d'ouvrier. Texto. Elle blêmit interloquée, muette, complètement décontenancée par l'ampleur de ma réaction. Elle prit tout son temps, me regarda dans les yeux et déclara calmement « Eh bien moi, oui, je veux vivre dans un endroit comme ça. » Fin du premier acte. Je vous passe sous silence la dispute qui s'ensuivit et se poursuivit le week-end jusqu'à le gâcher. Ce fut pour moi le départ de ma réflexion psychologique sur l'argent. Je décidai, courageusement, de mettre à jour ce qui s'était passé pour moi. Puis j'entrepris dans la foulée de changer mon regard et mes croyances sur l'argent. Je vous ferai partager cette expérience profonde avec le premier principe. Il ne tiendra qu'à vous de suivre ce parcours. En tout cas, 5 ans plus tard, notre situation s'était profondément transformée. Nous avions démissionné de nos emplois de fonctionnaires, avions créé nos entreprises respectives et emménagions dans une très belle maison bourgeoise de la région parisienne, que nous avions achetée pour le prix exact de cette résidence des bords de Loire, et dans laquelle un artiste est venu peindre une grande fresque murale. Et économique. Le second événement eut lieu 10 ans après le premier, en 2004. Le travail psychologique et le passage en travailleur indépendant avaient singulièrement amélioré ma situation financière. Voir principe 4 à 6. Bon an mal an, mon livret A débordant, je m'étais passivement laissé convaincre, le mot est fort, et j'avais ouvert un compte et un plan d'épargne logement dont je ne voyais pas l'utilité, ainsi qu'une assurance vie offrant un petit rapport mais peu de risques. Mes avoirs grandissaient très doucement, sans que je fasse grand-chose pour les faire fructifier. Puis un jour, la directrice de mon agence bancaire me téléphona et me proposa un rendez-vous avec un conseiller en patrimoine qui tenait une permanence régulière dans son établissement. En entendant ces mots, « conseiller en patrimoine », j'éprouvais divers sentiments. Un peu flatté, tiens, finalement, tu dois avoir un peu d'argent. Un peu sceptique, c'est quoi un patrimoine? Un peu amusé à l'idée de rencontrer ce type d'interlocuteur. Pour mon bonheur futur, j'étais disponible et me rendis à ce rendez-vous sans attente particulière. Je fus reçu par une femme charmante qui passa en revue tous mes avoirs. À chaque fois, elle exprimait un « très bien, oui, ça, c'est bien » et me posa la question finale « Avez-vous des projets ?» Je répondis que non, ce qui était la vérité à ce moment. Elle ne fit aucune suggestion et conclut l'entretien en me disant qu'il ne fallait rien changer et que j'avais fait les bons choix. Quel choix? Je sortis de cet entretien très interrogatif. Comment se faisait-il qu'un professionnel, au nom un peu ronflant, ne trouve rien à me proposer alors que ma situation et mes revenus étaient en évolution très positive? Je compris bien plus tard quelles en étaient les raisons, et je vous les expliquerai bientôt. Je pris alors une décision fondamentale: m'occuper vraiment et personnellement de mes affaires. Cela signifiait m'informer dans un premier temps, puis ensuite me former suffisamment aux outils financiers. Et j'ai aussi rapidement sollicité un expert technique, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et non salarié d'une banque. C'est à ce moment que mes nouvelles idées et croyances sur l'argent ont trouvé une traduction économique et financière en lien direct avec mon projet de vie, mes objectifs et ceux de ma famille. Elles ont trouvé leur aboutissement lors de la rupture de vie que j'ai évoquée dans la préface, qui est le 3e et dernier événement majeur de mon chemin de pacification vis-à-vis de l'argent. J'ai écrit ce livre en raison des frustrations que me causait mon métier de coach. Parallèlement à ce cheminement personnel, ma grande frustration en tant que coach et formateur était la suivante. Je savais parfaitement aider mes clients à dévoiler le meilleur d'eux-mêmes,
à élaborer une vision de leur avenir, à se relier intimement avec leurs valeurs profondes, à se donner des objectifs positifs, toutes choses que je faisais pour moi. Mais il arrivait un moment où, pour réaliser ces différents projets, la question de l'argent se posait. Comment faire pour quitter son emploi? Comment s'installer à son compte? Comment produire sa musique? Comment accroître sa clientèle sans trésorerie? Comment créer ce lieu de vie en pleine nature? Comment s'offrir cette formation en naturopathie? Comment organiser ce voyage au Népal? Etc., etc. Le rêve est le plus court chemin d'un point à un autre. Cette phrase, entendue lors d'un séminaire, m'a souvent inspiré. Mais rêver pour rêver ne m'a jamais satisfait. J'aime le concret. Le rêve, c'est bien, et le rêve financé, c'est mieux. Que voulez-vous? Vivre dans l'imaginaire? Vivre pour demain et attendre patiemment ou impatiemment? Attendre la retraite pour vivre vos valeurs profondes? Non, je ne crois pas que vous vouliez ça. Mais peut-être ne savez-vous pas comment faire. Et pourtant, il y a un chemin, des moyens, des possibilités, pour peu que vous preniez le plus vite possible la décision d'utiliser efficacement l'argent pour le mettre au service de vos rêves. Des rêves positifs pour vous, votre entourage, et pourquoi pas la terre entière. Je sais que nous en avons grandement besoin pour établir un monde plus pacifique. Ce que je vous offre, toute cette connaissance synthétique et pragmatique, je l'ai formulée en 12 principes. C'est le résultat de mon propre cheminement personnel et je remercie sincèrement tous ceux qui y ont contribué de près ou de loin et de l'accompagnement de dizaines de personnes sur le chemin de leur prospérité. 12 principes pour mettre l'argent à votre service et non l'inverse. 12 principes qui explorent votre attitude et vous suggèrent des moyens concrets pour vivre mieux. Mettre l'argent à votre service et non l'inverse. Que signifie cette formule bizarre? Commençons par la fin. Et non l'inverse. Que font la majorité des gens? Que faites-vous vous-même qui êtes en train de lire ce texte? Êtes-vous au service de l'argent ou bien est-ce l'argent qui est à votre service? La plupart des gens sont au service de l'argent. Ils travaillent dur pour en obtenir et ils vont le consommer en biens et services fort bien promotionnés par des spécialistes performants du marketing qui savent exploiter chaque faiblesse de notre psychologie. Par exemple, vous, madame et monsieur Legrand, vous habitez dans un joli 3 pièces, mais il vous faut plus grand. Certes, vous devrez vous éloigner en banlieue, mais le RER n'est pas en grève tous les jours, et les 3 heures de transport quotidien seront largement compensées par ce jardin de 2000 mètres carrés que vous aurez la joie d'entretenir le week-end. Non, ça ne fait pas beaucoup de frais supplémentaires, une maison. Et puis, vous endetter sur 30 ans va vous enrichir puisque vous serez propriétaire. Ah, j'oubliais, juste un détail. Vous aurez besoin d'une deuxième voiture pour emmener vos enfants à l'école. Tout ça va faire beaucoup de dépenses? Oui, mais vous avez un bon emploi en CDI et puis la banque peut vous ouvrir une ligne de crédit à vie. C'est merveilleux, à chaque fois que vous dépensez, votre capacité d'emprunt se reconstitue. Oui, madame et monsieur Legrand, tout est en place pour votre bonheur. Juste une petite signature. Voilà, ce n'est pas compliqué. Bon, eh bien maintenant, au travail, monsieur Legrand. Madame Legrand ne travaille pas encore? Il faut arranger ça. Son salaire couvrira largement les coûts de garde des enfants et vous pourrez vous offrir ce magnifique écran plat qui trônera dans votre salon. Puis, vous allez faire des économies d'impôts avec les frais de garde. Et j'imagine que vous n'aimez pas payer des impôts, monsieur Legrand. Non. Vous êtes comme tout le monde. J'ai rencontré les époux Legrand lors d'une consultation en couple. Ils ne s'en sortaient plus, ne se supportaient plus l'un l'autre, ni leurs enfants, ni leur travail. Ils étaient épuisés, en conflit permanent, et leur vie ressemblait à une longue litanie de contraintes qu'ils s'étaient eux-mêmes créées sans s'en rendre compte. Vous êtes comme tout le monde. Quelle jolie petite phrase. Les époux Legrand sont pris au piège d'être au service de l'argent pour payer toutes ces décisions hâtives, sans réflexion globale, essentiellement basées sur le fait que tout le monde fait comme ça. Il doit bien y avoir une raison si tout le monde fait comme ça. Tout comme il y a une raison à ce que les RER soient bondés à 18 heures et que tout le monde soit caché sous son baladeur. En fait, il y a une seule raison. Tout est en place pour le grand enchaînement des causes et des conséquences, mais vous ne voulez pas le voir.
Vous préférez vous laisser ligoter et enfermer dans une spirale sans fin. Il faudra travailler, travailler, travailler pour financer tous ces passifs qui vous coûtent de l'argent. Et peu à peu, vous sentirez ces liens qui vous attachent lorsque votre patron deviendra insupportable et que vous direz à vos amis que vous ne pouvez pas démissionner parce qu'il y a la maison. Ce n'est pas à cause de la maison d'ailleurs, mais à cause de la banque, qui est le véritable propriétaire de votre maison. Vous avez cru acheter la sécurité en devenant propriétaire, mais vous n'êtes pas propriétaire. C'est une grave illusion de le croire. Aux premiers incidents graves, vous pouvez faire entièrement confiance à vos créanciers pour se payer sur ce que vous avez si durement voulu acquérir. Mais ne soyons pas si noirs, Monsieur Legrand aura sans doute une promotion, et les anges maléfiques de la consommation sauront le séduire. Plus loin les vacances parquées dans un club, plus grosse la voiture, plus grand le terrain qui entoure la maison, plus vaste la salle à manger. Être au service de l'argent, c'est un enchaînement subtil de décisions sans conscience et de non-décisions qui s'avèrent être néanmoins des décisions. Certaines peuvent être cohérentes en soi, mais elles vont finir par vous aliéner, réduire votre liberté et votre capacité de choisir. Vous devenez prisonnier d'un cercle vicieux où, pour financer vos engagements, vous devrez travailler toujours plus. Chaque euro que vous gagnerez sera une nouvelle compensation qui générera des nouvelles dépenses et ainsi de suite, ad vitam aeternam. Mettre l'argent au service de votre bien-être consiste à travailler plus avec votre tête qu'avec vos mains. Rien à voir avec un métier et un profil, manuel ou intellectuel. Travailler avec ses mains, c'est faire ce qu'on sait faire et parier que cela conduise au succès, en restant le nez dans le guidon pour avancer plus vite. Travailler avec sa tête consiste à regarder les choses de l'argent avec hauteur, à comprendre comment vous pouvez gagner, dépenser et conserver l'argent de manière optimale. Des ingénieurs et des restaurateurs peuvent travailler avec leurs mains ou travailler avec leur tête. Travailler avec sa tête, c'est regarder lucidement l'enchaînement des causes et des effets pour prendre des décisions fondées sur une réflexion approfondie, et non sur ce que vous disent ou font vos amis, votre famille, vos collègues ou les journaux. Mettre l'argent à votre service consiste à utiliser cette formidable énergie au service de ce qu'il y a de meilleur en vous, pour vous créer ainsi la vie que vous voulez. Mettre l'argent à votre service, c'est comprendre que l'argent vous donne la liberté de choisir en toute sécurité. Plus de liberté, plus de choix, plus de sécurité. Pour cela, il y a 12 principes à mettre en œuvre. Les 12 principes sont universels et produisent des résultats indépendamment des circonstances. Que faut-il pour obtenir de bonnes tomates ? Prenez un temps pour réfléchir à cette si capitale question qui parfois vous effleure l'esprit lorsque vous vous rendez compte de l'absence totale de saveur de cet ersatz de tomates que vous avez acheté au supermarché. On croirait presque que les producteurs ont mis une très grande volonté pour obtenir quelque chose d'aussi insipide. Sincèrement, ça doit être un métier. Alors, que répondez-vous ? Une bonne terre, un bon plan, du soleil, un arrosage au pied, un tuteur et un pincement des gourmands, ces petites pousses qui se développent aux aisselles des branches ? Autre chose ? Peut-être. Mais si vous avez ces 6 éléments, vous avez toutes les chances d'obtenir des tomates savoureuses. Vous pouvez leur mettre beaucoup d'engrais, vous déshabiller pour les faire rougir, leur parler, choisir les variétés compatibles qui les accompagnent dans votre potager. Si vous n'avez pas les 6 éléments précédents, alors vous avez très peu de chances de déguster de savoureuses tomates. Ces 6 premiers éléments sont des principes. Des principes sont des lois qui opèrent quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas des vérités absolues, mais des guides qui offrent des repères à celui qui les utilise. Il est nécessaire de les comprendre et de se les approprier pour les appliquer. S'ils sont suivis, alors ils produisent les résultats attendus. C'est simple. Ce qui ne veut pas dire que ce soit facile. Ils œuvreront à une condition et une seule, que vous les mettiez en application. Si vous avez de magnifiques outils et que vous ne vous en servez pas, alors vous ne construirez rien. Les outils n'y sont pour rien. Combien de magnifiques outils avez-vous dans votre garage et qui ne servent à rien ? La lecture, la compréhension et surtout la pratique des 12 principes est devant vous. Cela peut changer votre vie. Mais ne croyez pas être heureux parce que vous serez devenu riche. L'argent ne rend pas heureux.
Et si en plus vous vous rendez malheureux en cherchant à devenir riche, il y a peu de chances que vous soyez heureux le jour où vous serez enfin riche. Par conséquent, riche ou pauvre, le plus important est de chercher à être heureux. Pas simple comme programme. Vous trouverez dans ce livre des outils pour y parvenir. Ils intègrent la dimension financière, mais pas seulement. Et si vous n'êtes pas riche aujourd'hui, ne croyez pas que vous le deviendrez en faisant la même chose qu'aujourd'hui. Tant que vous ne déciderez pas d'utiliser le pouvoir créateur de l'argent, alors il ne se passera rien. Beaucoup préfèrent jouer à Euro-Million et avoir une chance sur 14 millions de gagner. Il y a plus simple et surtout plus sûr. Je ne vous fais pas la morale, je vous dis ce que j'ai vérifié tant de fois. Changer votre attitude à l'égard de l'argent se fera par étapes. J'ai conçu ce livre comme un guide et un manuel. Un guide pour vous transmettre certaines idées et convictions. Un manuel pour vous faciliter l'appropriation de ces idées. Vous y trouverez des informations pratiques, des outils pour faire le point sur votre situation et d'autres pour la faire évoluer. Des informations pour vous faire gagner du temps dans vos recherches. Je veux vous transmettre une confiance plus grande en vous, dans la vie, dans votre capacité à créer de la joie et de la richesse, pour vous et pour les autres. La mise en pratique des principes fera évoluer la perception que vous avez de vous-même et du monde. Vous en sortirez enrichi sur les plans matériels, psychologiques, relationnels et spirituels. Vous allez apprendre 2 choses essentielles dans ce livre. 1. Prendre en main votre vie personnelle et professionnelle. 2. Mettre en place les outils financiers pour vivre cette vie. Ainsi, vous relirez, au lieu de les exclure, le psychologique et l'économique, le rêve et la réalité, les idées et la matière, le passé, le présent et le futur. Vous marcherez la tête dans les étoiles et les pieds bien sur la terre. Vous ferez grandir de manière sensible vos compétences et capacités à influer les circonstances et les événements de la vie plutôt que les subir. Vous apprendrez à supporter le regard incrédule, voire hostile des autres, parce que vous n'avez pas la même vie qu'eux. Vous devrez prendre position et affirmer votre différence. Pourquoi ? Parce que votre vie va changer si vous mettez en œuvre les 12 principes pour mettre l'argent à votre service et que vous cessez d'être au service de l'argent. 3 mots résument à eux seuls les bénéfices que vous pouvez retirer de l'application inlassable des 12 principes. Sécurité, choix, liberté. Ces 3 mots résument et définissent ma vision pragmatique et efficace de l'argent. L'argent, c'est la liberté de choisir en toute sécurité. Cela fonctionne pour tous les actes quotidiens ou exceptionnels dans lesquels l'argent est impliqué, soit pratiquement 100% de votre vie. Comment pouvez-vous encore dire, comme je l'entends souvent, que l'argent ne vous intéresse pas ? Ne pas s'intéresser à l'argent, c'est ne pas s'intéresser à votre vie, ni à celle de vos proches, ni à celle de cette terre qui vous porte. Est-ce bien raisonnable ? Non, ce ne l'est pas. Les 12 principes s'organisent en 4 domaines. Les 12 principes pour mettre l'argent à votre service forment un ensemble indissociable. Chacun des principes contient et est contenu dans les autres. Ils ne s'acquièrent pas obligatoirement de manière linéaire, en commençant par le premier pour finir avec le 12e. Commencez dans l'ordre si c'est mieux pour vous, ou par celui que vous voulez, ce n'est pas important. Ils sont comme les différentes facettes d'un même objet. Lorsque vous en comprenez une, vous avez l'intuition des autres. Les principes se répètent, s'enroulent et se déroulent pour mieux imprégner votre esprit. Vous laissez le temps d'intégrer, de digérer, de mettre en pratique, de tester. Surtout, ne croyez rien de ce que j'écris sans le faire vôtre. Vous passerez ainsi du savoir à une connaissance reliée à votre expérience. Et vous pourrez alors enrichir les principes et les diffuser autour de vous. Le premier domaine concerne le regard et la relation spécifique que vous avez avec l'argent. Pouvez-vous récolter sans préparer la terre ? Non. Pouvez-vous construire durablement sans des bases solides ? Non. Quels arbres plient en premier lorsqu'une tempête sévit ? Ceux qui ont des racines peu profondes. Adopter une relation saine et paisible avec l'argent est la clé de la prospérité psychologique et matérielle. Pour y parvenir, 3 premiers principes. Principe 1. Façonner des croyances efficaces. Principe 2.
créez votre vision de la richesse. Principe 3, décidez d'être responsable. Le deuxième domaine est consacré à accroître et à optimiser votre manière d'obtenir des revenus. Votre formation, votre métier et son mode d'exercice sont des déterminants essentiels et peuvent être grandement optimisés. Il est également possible, et hautement souhaitable, de faire jouer d'autres leviers pour diversifier vos sources de revenus. Constituer votre capital est capital. Votre force de travail sera votre principale ressource pour cela. Encore faudra-t-il l'utiliser en faisant les bonnes choses, efficience, de manière très efficace. Pour vous engager sur cette voie, 3 principes. Principe 4, faites ce que vous aimez. Principe 5, travaillez mieux pour gagner plus. Principe 6, développez plusieurs sources de revenus. Le troisième domaine traite de la manière dont vous consommez, dont vous détruisez votre argent. Effectivement, la plupart des gens ont une propension forte à détruire l'argent qu'ils gagnent. Ils n'ont pas conscience qu'en le faisant, ils se privent de bien plus important que ce que la satisfaction immédiate de la consommation leur apporte. Devenir le maître de vos dépenses vous incite à agir dès aujourd'hui en vous appuyant sur 3 nouveaux principes. Principe 7, privilégiez les dépenses gagnantes. Principe 8, réduisez chaque mois vos dépenses de 1%. Principe 9, payez-vous d'abord. Enfin, le 4e domaine fait état des bonnes pratiques pour mettre littéralement l'argent au service de vos projets et de votre vie. La richesse est liée à l'argent que vous saurez astucieusement garder, ainsi qu'à la manière dont vous le conserverez pour le faire grandir. Elle est liée également au sens que vous souhaiterez donner à vos investissements et ouvrira sur la notion de partage. Investir maintenant pour rayonner longtemps vous propose de faire du temps un allié incontournable de votre argent par l'application des 3 derniers principes. Principe 10, devenez un investisseur avisé. Principe 11, donnez du sens à votre argent. Principe 12, commencez maintenant. Tout est maintenant prêt pour le voyage auquel je vous invite. Pensez à votre carnet de prise de notes et restez ouvert si mes propos déclenchent des questions plutôt que d'apporter trop vite des réponses toutes faites qui ne vous conviendraient pas au final. L'expérience est la lanterne qui éclaire celui qui la porte. Elle n'éclaire pas forcément le voisin. Mais son expérience personnelle est souvent le principal frein au changement. Je ne l'ai jamais fait. Ça ne marchera pas pour moi. C'est théorique. Non. Il n'y a pas de baguette magique. Chacun est différent, chacun est unique. Il s'agit d'une exploration. Ayez cette attitude de curiosité. Les questions que vous vous poserez et auxquelles vous apporterez vos propres réponses seront plus formatrices que les recettes. Vous trouverez un cadre stimulant pour votre réflexion. Ce livre est un livre coach, un accompagnateur. Il vous fournit aussi des pistes très opérationnelles dont vous pourrez vous inspirer. Domaine 1. Les fondations. Adoptez une relation saine et paisible avec l'argent. Principe 1. Façonnez des croyances efficaces. Principe 2. Créez votre vision de la richesse. Principe 3. Décidez d'être responsable. L'argent est un vernis sous lequel toutes sortes de traumatismes émotionnels sont tapis, qui dissimulent tout ce qu'il y a de trouble et de sombre en nous, ce que nous refusons de voir. C'est une métaphore de tout ce qui nous dérange et nous déstabilise, car l'argent révèle plus de nous-mêmes que nous le voudrions. Douglas Kennedy. Combien? Adopter une relation saine et paisible avec l'argent. Voilà le programme que je vous propose. Tous les mots sont importants. Adopter indique une action volontaire et réfléchie. Relation souligne l'interdépendance, l'influence réciproque entre vous et l'argent. Saine consiste à diversifier vos comportements avec l'argent, être capable d'en gagner, d'en recevoir, mais aussi d'en donner ou d'en perdre, de le dépenser tout autant que de le conserver, tout en restant serein. Les principes 1 à 3 qui permettent d'établir cette relation positive à l'argent sont comme les fondations d'un immeuble.
On ne les voit pas, et pourtant elles supportent l'ensemble. Et s'il y a une fissure, c'est l'immeuble tout entier qui est menacé. Il est donc essentiel de commencer à construire des fondations qui tiennent. En façonnant des croyances efficaces, principe 1, vous modifiez concrètement votre manière de voir, de penser, de sentir l'argent pour qu'il produise les résultats que vous en attendez. Lorsqu'ensuite, vous créez votre vision de la richesse, principe 2, vous cessez d'être une coquille de noix ballottée par les courants pour devenir créateur des buts à moyen et long terme que vous voulez atteindre. Enfin, en décidant d'être responsable, principe 3, vous apprenez à transformer les si en comment. Si j'avais les moyens versus comment vais-je faire pour, et vous posez les actes nécessaires à vos succès. Dans cette partie, vous allez apprendre à modifier vos croyances inefficaces concernant l'argent, définir et adopter les croyances utiles pour produire les résultats que vous souhaitez, utilisez votre droit d'inventaire concernant tout ce qui vous a été transmis par rapport à l'argent, développez une vision positive du monde et de vous-même, identifiez et régulez vos émotions négatives à propos de l'argent, créez votre vie à partir d'une vision mobilisatrice de votre avenir, définir les rôles que vous souhaitez endosser dans les différents domaines de votre vie, voir l'argent sous un angle différent, libérer un pouvoir de décision basé sur l'exercice de votre responsabilité, envisager autrement toutes vos décisions concernant l'argent. Principe 1. Façonnez des croyances efficaces. Si vous méprisez l'argent, il vous méprisera. Est-il raisonnable de noyer l'argent sous le flux incontrôlé de vos émotions, de vos croyances et de celles des autres? Quel intérêt y a-t-il à considérer l'argent comme sale, générateur de haine et d'exploitation? Les riches sont-ils obligatoirement des salauds, des exploiteurs et des escrocs? Les pauvres, obligatoirement des personnes nobles ou des imbéciles? Quelqu'un qui réussit est-il forcément malhonnête? Vous désintéresser de l'argent vous assurera-t-il le paradis? Êtes-vous méprisable parce que vous n'avez pas d'argent ou parce que vous en avez beaucoup? Choisissez-vous vos amis en fonction de leur niveau de vie? Avez-vous le droit à la prospérité? Est-il mal de vouloir offrir un très beau cadre de vie à votre famille? Est-ce que le fait de ne pas vous enrichir enrichit les pauvres? Lorsque vous recevez de l'argent en raison de votre travail, de votre talent, est-ce que vous volez les autres? Croyez-vous que si vous gagniez beaucoup d'argent, vous deviendriez quelqu'un d'autre et que vos parents ne vous reconnaîtraient plus? Je pourrais continuer à l'infini cette liste de questions. Je les pose régulièrement à mes clients en peine avec l'argent. Quelle réponse leur apporter? Y a-t-il une réponse? Y a-t-il une bonne réponse? Je ne le crois pas. Il y a au contraire une multiplicité de réponses. Chacun d'entre vous possédez la vôtre et seriez sans doute capable de la défendre bec et ongle si je tentais de vous convaincre du contraire. Un exemple simple. Dans ma vie, j'ai rencontré nombre de gens riches matériellement et bien pauvres personnellement, remplis de peur ou de certitude, et aussi des gens pauvres matériellement mais riches d'une vision, d'un idéal, d'une connaissance, d'une ouverture du cœur véritablement très bénéfique. Et aussi des personnes riches matériellement et attentives aux autres, prodiguant le bien autour d'elles, donnant bénévolement de leur temps et de leur argent pour des causes, respectueuses de leur environnement. Et hélas, dirais-je, des personnes sans moyens financiers et dont le contact vous appauvrit instantanément. Il n'y a pas de vérité ni de modèle unique. Vous avez créé votre modèle unique. La seule question intéressante est-il utile et efficace pour vous, votre entourage et la planète? Levez le voile sur l'argent. Souvent, vous parlez, plus ou moins selon que ce sujet est tabou, de vos problèmes d'argent ou de ceux des autres. En gagner suffisamment ou plus, le dépenser mieux ou l'épargner efficacement, faire ses comptes, choisir des supports pour ses investissements, optimiser ses ordres en bourse dans un marché agité, se lamenter de projets qui ne peuvent se faire par manque d'argent, critiquer ceux qui ont tel ou tel comportement avec lui, etc. Mais vous parlez plus rarement de vos problèmes avec l'argent. Et pourtant, l'un ne va pas sans l'autre.
Mettre un pansement sur une plaie sans l'avoir d'abord nettoyée et désinfectée ne viendrait à l'idée d'aucun médecin. Peindre sur un mur qui s'écaille sans le décaper assure un résultat peu esthétique et fragilise la nouvelle couche. S'occuper efficacement de ses problèmes d'argent nécessite de s'intéresser à ses problèmes avec l'argent. De quoi s'agit-il ? Vous connaissez la caractéristique d'un iceberg. 10% de son volume est visible car émergé et 90% sont invisibles car immergés. Cette dernière partie, de loin la plus volumineuse, est une grande source de danger. Avec l'argent, c'est pareil. Dans la partie immergée se trouvent les ingrédients propices ou non à une relation saine avec l'argent. Les éventuelles difficultés en sont le résultat inéluctable. Il ne s'agit pas de s'en culpabiliser, mais de rechercher comment cela fonctionne pour pouvoir mieux s'en détacher. Or, cette partie immergée n'est pas souvent conscientisée et de plus, elle défie les lois de la rationalité, dont on sait maintenant qu'elle est sous l'influence massive des émotions. Elle n'en est que plus incompréhensible. Les problèmes avec l'argent concernent votre vie psychique, plus ou moins visible de l'extérieur, mais toujours active. Quoi que vous en disiez, votre histoire de vie, vos expériences vécues avec l'argent, le contexte historique et social dans lequel vous avez évolué, vous ont formaté d'une manière spécifique. Votre naturel est au final la somme des conditionnements que vous avez intégrés. Chaque situation en lien avec l'argent a laissé des empreintes émotionnelles, de la façon dont votre argent de poche vous était attribué à la manière dont vos parents vous ont parlé de l'argent. Cela a contribué à forger votre système de croyance sur vous-même, la vie, le monde, l'argent, ce qui est bien et ce qui est mal. Et tout cela a un impact. Quelques exemples. Jacques a le sentiment qu'il est nul, partie immergée, et facture ses prestations 30% en dessous du prix du marché, partie émergée. Isabelle a toujours vu ses parents se disputer violemment quand ils faisaient leurs comptes. Elle est en découvert permanent malgré un revenu confortable, partie émergée, parce qu'elle a la phobie de faire ses comptes, partie immergée. Jean-Claude vient de refuser une promotion attrayante proposée par son employeur, partie émergée, augmentation importante des revenus, parce qu'il se sent incompétent pour le gérer et craint d'être critiqué par sa famille, d'être passé de l'autre côté, celui des cols blancs. Exercice. Prenez maintenant un temps d'arrêt et sur votre cahier, dressez la liste des problèmes d'argent que vous avez ou que vous avez eus. Et ensuite, recherchez à quels problèmes avec l'argent vous pouvez les raccrocher. Pensez correctement, vous aurez des résultats corrects. Vos pensées, vos représentations, tout ce que vous tenez pour vrai ou faux est à l'origine de vos comportements, de ce que vous faites et dites, et engendre ce que vous obtenez comme résultat. Si vous croyez que l'argent est sale ou réservé aux autres, alors vous allez logiquement vous tenir à l'écart de l'argent et scruter dans le journal tout ce qui va conforter cette idée. Le résultat que vous allez obtenir à coup sûr est que vous n'aurez jamais d'argent, et quand vous verrez que les autres en ont, vous penserez que c'est sale. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez, vous pouvez bien sûr changer vos comportements, ce que vous faites et dites, mais il sera encore plus sûr et pertinent de changer les pensées qui sont à la racine de vos comportements. Si vous voulez gagner plus d'argent, résultat, vous pouvez entreprendre de nombreuses démarches en ce sens, multiplier vos clients ou faire des heures supplémentaires, comportement. Mais si vous pensez plus ou moins consciemment que c'est mal d'avoir de l'argent, alors votre enrichissement sera plafonné à vie. Vous pourrez vous agiter dans tous les sens, cela n'y changera rien. Comment se sont créées vos pensées et représentations de l'argent ? 1. Tout simplement à travers les messages que vous avez reçus au cours des différentes étapes de votre vie, intégrés sans forcément les avoir digérés, ni remis en cause, ou tout simplement vérifiés. Je vais maintenant vous guider dans cette exploration à travers plusieurs réflexions. Votre histoire de vie avec l'argent. Prenez une grande feuille, une feuille de tableau papier ou une nappe, et tracez une ligne horizontale qui débute le jour de votre naissance et va jusqu'à aujourd'hui.
Placez-y ensuite, en fonction de votre âge et de votre point de vue subjectif, les événements importants de votre vie en lien avec l'argent. Importants au sens où ils vous ont fait vivre des émotions fortes, positives ou non, où vous avez appris quelque chose sur l'argent, où vision du monde a pu changer, où vous avez fait des choix déterminants. Voilà. Prenez du temps. Pas de censure, des événements de détail peuvent être porteurs de sens. C'est ce qui importe. Pour vous aider, voici une liste de thèmes à explorer. Votre tout premier contact avec l'argent. Un billet ou une pièce, donné par qui et comment. Votre argent de poche. Était-il inconditionnel, c'est-à-dire indépendant de ce que vous faisiez ou étiez, ou bien conditionnel, venant en récompense de quelque chose que vous aviez fait? Votre premier salaire. Qu'avez-vous ressenti? Joie, déception, colère? Qu'en avez-vous fait? Dépenses, épargne? Comment cela a été jugé? Avez-vous eu des périodes de chômage, de baisse d'activité, de vie sans moyens, de faillite? Comment les avez-vous vécues? Avez-vous fait la manche? Avez-vous emprunté ou prêté de l'argent? À qui? Comment? Avec quelles conséquences? Avez-vous remboursé ou été remboursé? Avez-vous été confronté au vol? Voler ou être volé? Avez-vous perçu des héritages? Avez-vous vécu de la honte à cause de l'argent? Dans quelles circonstances? Faire ce simple exercice peut vous plonger dans l'émotion, et ce serait tout à fait normal. Ce sont ces empreintes qui vous marquent pour toute une vie. Peut-être cela vous paraît-il éloigné de vos préoccupations plus matérielles. C'est néanmoins un point de passage obligé pour poser des fondations solides et durables. Les messages de votre environnement familial. Des sentiments et émotions complexes prennent naissance dans votre enfance, selon la manière dont vous avez intégré ce qui vous a été transmis. Vos parents ne vous ont peut-être jamais fait un cours sur l'argent, mais à travers leurs faits et gestes, leurs paroles, vous vous êtes forgé une conviction de ce qu'est l'argent. Certains d'entre vous ont totalement admis toutes ces idées qui leur ont été transmises. D'autres, au contraire, se sont rebellés vigoureusement pour se sortir de cette influence. Dans les deux cas, le résultat est le même, une dépendance dont vous êtes prisonnier. J'ai accompagné une personne dont le nom à double particule ne laissait aucun doute sur ses origines. Elle avait grandi dans un milieu extrêmement favorisé qu'elle rejetait parce qu'elle en avait honte. Tous ses frères et sœurs occupaient des postes élevés dans des grandes entreprises ou étaient eux-mêmes entrepreneurs, et tous connaissaient une très grande réussite financière. Malgré des études supérieures, elle était au RMI et à 40 ans vivait seule. Ce n'est ni bien ni mal. Elle était simplement prisonnière de ses schémas, tout comme l'un de ses frères qui avait complètement sacrifié sa famille pour sa réussite matérielle et venait de subir une dépression nerveuse causée par le stress. Les manifestations sont différentes, mais le mécanisme est le même, un emprisonnement dans les schémas du passé. Qu'en est-il de vous maintenant? Continuez avec ces questions et notez vos réponses au fil de l'eau sur votre carnet. Si les réponses ne viennent pas immédiatement, accordez-vous du temps pour reprendre ensuite votre réflexion. On parlait d'argent ou pas? Comment? Dans quelles circonstances? Que disait-on des riches et des pauvres? Quelles sont les petites phrases que vous avez entendues? L'argent ne fait pas le bonheur, plaie d'argent n'est pas mortelle, il faut travailler dur pour gagner sa vie, toute peine mérite salaire, il ne faut pas péter plus haut que son cul, ce n'est pas bien de demander, les patrons sont des exploiteurs, l'argent c'est sale, si tu gagnes de l'argent, tu prends aux autres, l'argent rend mauvais, sent mauvais, l'argent c'est le pouvoir, l'argent c'est la liberté, il n'y en a pas assez pour tout le monde. L'argent est plus vite dépensé que gagné. Être riche, c'est avoir plein de problèmes et payer des impôts. Tu es quelqu'un si tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Les pauvres sont des cons et les riches des salauds. L'argent, ce n'est pas spirituel. Les gens riches travaillent sans arrêt. Quelles sont, parmi ces petites phrases, celles que vous tenez pour vraies aujourd'hui? Identifiez quel est leur impact sur votre situation financière. Vous voulez gagner plus d'argent et vous pensez qu'il est sale. Est-ce compatible? Que faisait-on chez vous de l'argent? Comment était-il géré?
Vivait-on dans le manque, les dettes, les créanciers, les huissiers, ou dans une forme d'abondance? Gérait-on ou gaspillait-on? Le patrimoine, prenait-il de la valeur? Est-ce qu'on progressait ou est-ce qu'on régressait socialement? Comment cela était-il vécu? Comment étaient considérés ceux qui se démarquaient des traditions familiales sur le plan financier? L'argent était-il associé au plaisir, à une utilisation immédiate? Ou bien était-il précautionneusement mis de côté en prévision de lendemain dont on ne savait pas de quoi il serait fait? Comment vivait-on l'argent? Dans la discrétion, voire le secret, ou en affichant de manière ostentatoire ces signes extérieurs de richesse? Comment étaient transmis les patrimoines et héritages? Cette transmission recouvre des domaines qui dépassent largement le seul aspect matériel et valorisable. Était-il conservé, dilapidé, investi? Avait-on un devoir de loyauté qui restreignait le champ d'action? Quel regard portait-on sur cet argent? Venait-il du travail, de la spéculation, des autres, argent de la belle-mère? Son origine était-elle connue, empreinte de secret, voire suspecte de malhonnêteté? Quelles sont les histoires d'argent de votre famille? Y a-t-il eu des entrepreneurs, des faillites, des unions hors classe sociale d'origine, des promotions sociales? Prendre le temps de répondre sincèrement à ces questions peut vous toucher profondément. C'est en tout cas ce qui se passe lorsque je propose ce travail à mes clients. En complément des mots que vous avez associés à argent, explorer votre histoire personnelle et familiale vous permet de mettre au clair vos représentations de l'argent. Pouvoir, liberté, choix, malheur, domination, puissance, moyens. D'identifier les émotions que vous ressentez à son égard et leur intensité. Colère, plaisir, honte, gêne, insatisfaction, indifférence. De constater les effets qu'elles ont dans votre vie aujourd'hui. Comment ce que vous pensez et ressentez à propos de l'argent influence-t-il vos éventuelles difficultés à en gagner, à le conserver, à le dépenser, à le gérer, à le donner? Argent, sentiments et émotions. Dans un séminaire que je conduisais, j'ai constaté cette chose extraordinaire. Je demandais à chacun de présenter ses revenus et son patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de ses biens, et 2 participantes se sont succédées. La première se retrouvait à plus de 50 ans sans ressources et en surendettement. Elle n'avait jamais eu d'argent et avait eu recours à des petits boulots pour survivre. L'autre avait bénéficié, lors d'un divorce, d'une prestation compensatoire telle qu'elle pouvait vivre en paix jusqu'à la fin de ses jours sans travailler. Cette prestation se cumulant avec un copieux héritage familial. Eh bien, croyez-moi, ces 2 personnes vivaient le même sentiment de honte à nous présenter leur situation. Et toutes les 2 pleuraient, et chaque membre du groupe rentrait en résonance avec cette honte, soit en s'identifiant avec elle, soit en la jugeant. Honte de ne pas avoir d'argent, honte d'en avoir beaucoup, honte d'en avoir sans le mériter. Quel paradoxe! Que vous le vouliez ou pas, l'argent vous fera vivre à un moment ou à un autre de votre vie des émotions puissantes. Peut-être la joie et la satisfaction d'obtenir une belle somme d'argent, de négocier habilement votre salaire, de vous offrir le voyage de vos rêves et le sentiment de sécurité que vous confère une épargne de précaution conséquente. Mais sans doute aussi la peur de manquer, qui vous fera vous accrocher à un emploi qui ne vous convient pas parce qu'il y a 3 millions de chômeurs. La peur de perdre ce que vous avez acquis et possédé, qui est souvent proportionnelle à l'augmentation de votre richesse financière. L'avidité et la cupidité qui vous laissent le sentiment de ne jamais avoir assez alors que vos livrets débordent de liquidités. La peur inconsciente d'être rejeté, critiqué, abandonné par vos proches si votre situation financière venait à changer. La jalousie rentrée lorsque votre voisin vous annoncera qu'il prend une année sabbatique car il s'est organisé financièrement pour cela. Vous voyez bien que ça se passe en dessous du niveau de l'eau. Seul un travail personnel adapté à l'intensité du problème avec l'argent vous apportera le calme et la sérénité que vous souhaitez. Se préparer à la prospérité. J'ai appris à aimer ce mot. Prospérité. Il en découle pour moi une notion tranquille et sereine de joie et d'abondance. Être prospère est totalement différent d'accumuler des biens matériels et d'avoir un haut niveau de revenus. C'est un état,
J'en ai précieusement noté la description proposée par un auteur dont, malheureusement, je ne trouve plus la référence. Une personne prospère se sent bien dans son monde, se sent en harmonie avec elle-même, est intègre. Elle est libre d'agir à sa guise au moment convenable et se sent à sa juste place. C'est le produit d'une pensée claire, d'une santé rayonnante, d'un équilibre émotionnel et affectif, d'une énergie créative, d'une expression joyeuse de soi, dont l'argent est le résultat naturel. Une personne prospère est positive parce qu'elle produit et reçoit de la richesse, de la valeur, par sa qualité d'être, par son travail, sa créativité ou ses investissements. C'est possible si cette personne est véritablement alignée sur son axe, ce qui signifie que les différents domaines de sa vie sont équilibrés et en cohérence. L'application du principe 2 vous permettra de préciser ce qu'il en est pour vous. Il y a des croyances adaptées à la prospérité et d'autres non. Je fais le pari que certaines de vos croyances sur l'argent vous éloignent chaque jour de la prospérité. Les croyances sont des modèles mentaux et émotionnels sur ce que sont ou ne sont pas les choses, les gens, la vie, soi-même. Elles contiennent l'ensemble de nos idées, opinions, expériences, souvenirs, sentiments, sensations qui filtrent notre vision du monde. C'est notre décodeur de la réalité. Bien souvent, vous n'en êtes pas conscient et elles agissent à votre place. Vous organisez alors vos perceptions et sélectionnez les informations provenant de l'extérieur pour les confirmer comme nous l'avons vu précédemment. La question n'est pas de savoir si telle ou telle croyance est vraie ou fausse. Cette recherche sera toujours stérile. Il est plus utile de les examiner et d'observer l'effet qu'elles produisent. Permettent-elles à votre énergie de se déployer, ou au contraire, sont-elles limitantes, et vous maintiennent-elles dans l'immobilisme et la répétition? Identifier ces croyances limitantes pour les remplacer par des croyances propices à notre épanouissement est un travail d'orfèvrerie. Il se déroule en 2 temps. Mettre à jour vos croyances à partir des réflexions précédentes, les petites phrases ne sont rien d'autre que des croyances, et façonner les nouvelles croyances que vous souhaitez mettre en œuvre, celles qui vous font vibrer intellectuellement et émotionnellement. Je vous livre ci-dessous quelques échantillons de belles et bonnes croyances sur l'argent découvertes avec mes clients. Lisez-les lentement et avec ouverture. Voyez celles qui résonnent en vous et celles que vous rejetez. Raisonner veut dire qu'intellectuellement vous comprenez ces phrases, qu'elles font sens pour vous et qu'elles vous procurent une émotion positive lorsque vous les prononcez intérieurement. L'émotion positive est l'argent. Répétez à voix haute les phrases qui suivent et observez ce que vous ressentez. Je mérite la réussite financière. Je me confère une grande valeur. La prospérité me permet d'exprimer pleinement mon potentiel. Exprimer pleinement mon potentiel me permet de m'enrichir. Ma prospérité enrichit les autres et leur prospérité m'enrichit. Quand je m'enrichis, j'enrichis les autres. L'argent m'aide à aider les autres. Plus je donne, plus je reçois. J'accepte de recevoir tout ce dont j'ai besoin. Je me réjouis d'obtenir de l'argent en faisant ce que j'aime. Je suis libre de l'argent. Je suis libre d'aimer l'argent. J'emploie l'argent à exprimer le meilleur de moi-même dans ce monde. Il y en a assez pour tous, y compris pour moi. Je suis quelqu'un de bien, avec et sans l'argent. J'attire facilement l'argent car je me fais confiance. Je décide à quel groupe social j'appartiens avec et sans l'argent. J'attire aisément l'argent. Je suis prêt à recevoir l'argent pour me faire plaisir et me faciliter l'existence. Je mérite d'avoir ce que je veux dans la vie. L'argent vient rapidement et facilement à moi. La richesse est toujours plaisante. Je m'enrichis en faisant ce que j'aime. Ma richesse vient de l'intérieur. J'aime l'argent et les choix qu'il me donne. Ces phrases sont des affirmations. Elles traduisent la vision du monde que vous voulez acquérir et faire grandir.
Souvent en opposition avec vos modèles de base, parfois perturbantes, elles doivent s'installer progressivement dans votre esprit. Une affirmation se lit, elle se comprend dans toutes ses implications, elle se rumine pour s'intégrer, elle se médite pour aller en chercher le sens profond. Elle agit comme un mantra, étymologie, instrument de pensée, et a un impact considérable sur vos actes et vos comportements. Conservez-les près de vous et lisez-les à la moindre occasion. Formulez les croyances adaptées à votre prospérité. Prenez maintenant un temps pour définir les nouvelles croyances que vous souhaitez installer au plus profond de vous-même. Il vous suffit de suivre le chemin emprunté par Stéphanie. Stéphanie exerce une activité libérale dans le domaine du soin. Au-delà des prestations réglementées, grâce au temps et à l'argent qu'elle a investi dans sa formation, elle peut proposer à ses patients des prestations à valeur ajoutée, mais qui sortent du cadre habituel de sa pratique habituelle. Or, dès qu'il s'agit d'en parler, la gorge de Stéphanie se serre et elle reste muette. Pourquoi ? Parce que Stéphanie a une croyance très forte. Vendre, c'est abuser de l'autre. D'où vient cette croyance ? De ce qu'elle a entendu à droite et à gauche, c'est une sorte de lieu commun dont elle n'arrive pas à trouver exactement l'origine. Après avoir pris conscience de l'impact de cette croyance, vendre, c'est abuser de l'autre, sur ses comportements, ne pas parler de ses prestations et sa situation financière, résultat, son chiffre d'affaires ne décolle pas. Stéphanie va aller chercher les situations exceptionnelles où ce mécanisme automatique ne s'est pas mis en place. Elle en trouve une très récente. En discutant de choses et d'autres très tranquillement avec un patient, elle a naturellement fait part de ses formations et de ce qu'elle y avait appris, à tel point que ce patient lui a demandé une prestation supplémentaire qu'elle a bien été obligée de délivrer. Une situation exceptionnelle est une expérience, une observation au cours de laquelle la croyance ne s'est pas vérifiée. Le patient de Stéphanie n'a pas été abusé, il a été demandeur de cette prestation. En fait, ces situations existent toujours face aux croyances, mais lorsqu'on a le nez dans le guidon, impossible de les voir. Stéphanie a alors identifié ce qui avait été différent dans cette situation. La vente s'est déroulée dans un échange, une discussion sans forcing. À partir de là, Stéphanie peut formuler une nouvelle croyance dite « ressource ». Quand j'échange avec mes patients, vendre une prestation est facile et éthique. Stéphanie se sent très en lien avec cette croyance ressource et il lui est de plus en plus facile de changer ses comportements. Maintenant, elle parle de ses prestations et indique au patient qu'il est libre de les acheter ou pas. Et devinez ce qui se passe, un nombre significatif achète ses prestations. En résumé, voici les 6 étapes pour faire évoluer ses croyances dans le bon sens. 1. Identifier la croyance limitante à changer. 2. Lister une ou plusieurs situations où cette croyance s'est avérée non fondée. 3. Préciser ce qui a été différent dans cette situation. 4. Formuler la croyance positive. 5. Installer émotionnellement la croyance positive, comme avec les affirmations. 6. Mettre en œuvre le plus vite possible des nouveaux comportements en phase avec la nouvelle croyance en traversant les éventuelles zones d'inconfort. En résumé, le principe 1 vous invite à façonner les croyances dont vous avez besoin pour mettre l'argent à votre service et non l'inverse. Pour cela, une exploration de votre histoire de vie avec l'argent et la compréhension des diverses influences que vous avez reçues est primordiale. Alors, vous pouvez faire le tri, jeter ce qui est à jeter, garder ce qui est à conserver et définir votre programmation mentalo-émotionnelle optimale pour votre réussite financière et personnelle. Être libre est un chemin. Il démarre en apprenant à se détacher de ses conditionnements passés. Il se poursuit par des buts et des idéaux propres à développer une ardente motivation. C'est l'objet du principe 2. Principe 2. Créez votre vision de la richesse. De quelle richesse voulez-vous ? J'ai vu récemment une affiche de groupes en lutte mobilisés contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. J'y ai trouvé cette phrase lourde de sens. Nous ne voulons pas une vie de riche. Indicateur net,
du clivage que la plupart des gens font dans notre culture judéo-chrétienne entre les riches, qui sont forcément suspects et sans doute coupables, et les autres, qui sont nobles d'esprit et innocents. Mais ne pourriez-vous pas vous offrir une riche vie de riche? La télévision nous présente régulièrement les riches sous l'angle de la jet-set. Ils sont beaux et bronzés, luxueusement habillés, sûrs d'eux, assez extravagants, roulent dans des voitures de sport, vivent dans de somptueuses villas au soleil et prennent leur bain dans du Roderer cristal brut. Un monde d'apparence qui fascine et qu'on rejette aussi, parce qu'on n'en fait pas partie. Un univers de gaspillage, d'arrogance, où sous le strass et les sourires obligés est suggéré un vide existentiel que ne peut combler l'abondance matérielle. Finalement, pour des riches, ils semblent avoir une vie bien pauvre. Ma recherche personnelle est orientée dans 2 dimensions. Comment avoir une vie riche, stimulante, en accord avec mes valeurs, et, ce petit mot est capital, une vie de riche, affranchie de contraintes et offrant de nombreuses possibilités. Voici mes 7 critères subjectifs permettant de conjuguer les deux. Une vision à long terme, un projet de vie à moyen terme et des objectifs à court terme. Sans but, vous n'irez nulle part et ne saurez comment orienter vos ressources financières. Un projet de vie clairement identifié vous aide à prendre les grandes et petites décisions de l'existence. C'est un guide, un point de repère pour l'action. Il comprend ce que vous voulez avoir, faire, être et vivre. Une indépendance financière par rapport au travail. En mai 1968, on lisait « Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Et pourtant, dès lors que vous n'avez pas mis en place de stratégie financière ou que vous n'avez pas créé d'actifs, vous êtes prisonnier de votre emploi ou de votre activité indépendante. Cela restreint l'usage que vous faites de votre temps et vous passerez à côté d'expériences enrichissantes parce que vous devez faire bouillir la marmite. Un métier épanouissant dans lequel vous exprimez vos talents. Mettre en œuvre des compétences, relever des défis, rendre service sont autant de dimensions indispensables à l'être humain. Le travail est un terrain de jeu propice à l'apprentissage et à la création. Si vous le reliez à ce qui vous passionne et que vous affrontez vos peurs, un chemin de prospérité s'ouvre devant vous, pour vous. Une démarche active de développement personnel et spirituel. Les prisons les plus infranchissables sont celles que nous érigeons nous-mêmes autour de nous. Être en paix avec son passé, faire le tri dans ce que vous avez reçu en héritage familial ou social, concourt à vous donner une stabilité émotionnelle. L'aboutissement, c'est de se sentir en harmonie avec soi-même pour tracer sa propre route. Investir sur vous-même en vous faisant accompagner dans cette démarche me semble quasi indispensable. Et pour cela, vous aurez besoin d'argent. La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Un art de vie à contre-courant. Si vous faites ce que tout le monde fait, alors vous vivrez ce que tout le monde vit. Les embouteillages, les files d'attente, les dépenses d'impulsion sans plus-value, le rythme métro-boulot-dodo, les plages surpeuplées, etc. Vivre à contre-courant consiste à se différencier de la masse dans l'usage de son temps et de son argent. Cela implique parfois de se mettre dans l'inconfort. Exemple, se lever très tôt le matin pour rouler en paix. Mais les gagnants sont ceux qui font ce que les perdants se sentent inconfortables de faire. Une responsabilité et une conscience accrue dans l'usage de l'argent. Atteindre l'indépendance financière confère une responsabilité particulière. Que faire avec cet argent? Que consommez-vous? Par qui et comment est-ce produit? Quels sont vos investissements et sur quoi reposent-ils? Votre richesse vous entraîne-t-elle dans la spirale du toujours plus? Savez-vous en redistribuer une partie par le don ou en faisant travailler pour vous ceux qui en ont besoin? Votre peur de perdre augmente-t-elle proportionnellement avec l'accroissement de votre patrimoine? Une intimité relationnelle avec ses proches. Ce ne sont pas les objets qui vous apporteront de la plénitude. Vous n'emporterez pas dans votre tombe votre dernier joujou électronique, ni votre villa à Saint-Tropez. Les moments les plus précieux sont vécus en connexion avec les autres. Vous pouvez être dans le plus bel endroit du monde, si la personne avec qui vous y êtes vous fait la tête, votre joie s'en trouve entachée.
Prenez donc soin de vos relations. Dites-leur fréquemment que vous les aimez. Remerciez-les de leur présence et élaborez ensemble de beaux projets. Tout cela peut sembler une montagne, mais pour aller à Rome, il faut d'abord franchir la porte de son appartement. Et si vous savez manier ces 7 critères avec votre propre style, vous vous apercevrez qu'il n'est pas nécessaire de gagner 10 000 € par mois pour y parvenir. D'ailleurs, un article de l'Observatoire des inégalités, octobre 2014, s'appuyant sur des données de l'INSEE, chiffre le seuil de la richesse à environ 3 000 € mensuels pour une personne seule, 5 500 € pour un couple et 7 000 € pour un couple avec 2 enfants, après impôts et prestations sociales. Et souvenez-vous de cette maxime. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, débloquez tout de suite votre esprit. Exercice. Si vous aviez tout l'argent dont vous avez besoin, sans aucune limite, et sans que vous ayez à le gagner, quelle serait votre vie? Prenez votre place sur le chemin de la richesse en 4 étapes. 1. Avoir une vision claire de ce que vous voulez avoir, faire, être et vivre à horizon de 5, 10, 15, 20 années. 2. Évaluer le montant et le mode de financement de cette vie que vous désirez et voulez avoir. 3. Préparer une stratégie personnelle et financière souple, régulièrement remise à jour pour l'obtenir. 4. La mettre en œuvre inlassablement et vous réjouir chaque jour du chemin parcouru, car votre croissance personnelle et celle de votre portefeuille avancent de concert. Vous obtiendrez la liberté de choisir en toute sécurité lorsque l'ensemble de vos revenus proviendra de sources autres que le travail, et que cette somme couvrira votre train de vie optimal. Vous serez libéré de cette obligation de travailler pour vivre, et vous pourrez vous consacrer pleinement à ce qui est bon pour vous et les autres. C'est l'indépendance ou la liberté financière, non moderne, pour dire rentier. Cette indépendance financière se crée au fur et à mesure de l'application des 12 principes et de la perception de revenus provenant de sources différentes. Il existe toute une littérature et de nombreux blogs sur le sujet. Ils présentent souvent l'aboutissement de l'indépendance financière comme l'arrêt du travail. Ce n'est pas mon optique. Je dirai pourquoi plus tard. Travailler peut être très épanouissant. C'est même ce que je vais vous conseiller de mettre en place avec les principes 4 et 5. Mais si vos revenus proviennent exclusivement du travail, vous en êtes dépendant. Cela restreint votre liberté. Avoir un éventail de choix pour tous les actes de la vie, sans être obligé de gagner de l'argent par votre travail pour cela, voilà ma conception de la richesse.